En 3 ans, un pays que l'on disait perdu au Sahel a commencé à inverser le mouvement massif des exils forcés. Les colonnes de déplacés cèdent peu à peu la place à des bus de retour et à des marchés qui rouvrent là où régnaient les armes et la peur. Comment cette bascule touche-t-elle concrètement des familles ordinaires? Et que révèle-t-elle vraiment du Paris d'Ibrahim Traoré? À travers routes déminées, puis ranimées, troupeaux reconstitués et chiffres que personne n'attendait, l'histoire du Burkina Faso demande à être regardée de beaucoup plus près. Le récit qui s'ouvre ici ne promet ni miracle ni récit héroïque. Il pose une question beaucoup plus exigeante. Que vaut réellement une reconstruction annoncée dans un pays qui, il y a peu, perdait ses villages plus vite qu'il ne pouvait les défendre? Le bénéfice potentiel est clair. Comprendre comment un territoire brisé par des années de violence parvient à restaurer des routes, des écoles et des marchés sans retomber dans la dépendance extérieure. Un enjeu décisif pour tous ceux qui cherchent à mesurer la solidité d'un redressement né dans l'urgence. Mais le risque est tout aussi réel. Une embellie peut masquer des fragilités profondes, fatigue sociale, menaces aux frontières, infrastructures encore incapables d'absorber le retour massif des familles. C'est précisément dans cet intervalle instable que se joue la vérité du Burkina Faso. À chaque étape du récit, un fil directeur s'impose. Qu'est-ce qui transforme une accumulation d'efforts locaux en véritable souveraineté quotidienne? Cette interrogation, discrète mais constante, guidera la lecture et révélera ce que signifient réellement les chiffres, les témoignages et les gestes qui ont façonné la reprise du territoire. Au mois de mars 2023, le retour massif des déplacés ne faisait plus de doute. Les routes jadis inaccessibles grâce aux escarmouches incessantes entre armées et groupes armés étaient progressivement réouvertes par les bataillons rapides déployés sous le commandement d'Ibrahim Traoré. À ce moment précis, le pays a non seulement retrouvé l'accès à ses zones les plus dévastées, mais a aussi amorcé la reconquête de son indépendance. Ce n'était pas un simple retour des civils, c'était un retour à la vie quotidienne, où l'eau, l'alimentation et la sécurité se sont entremêlés comme les fils d'une toile fragile, mais nécessaire. La première révélation ici ne vient pas d'une victoire militaire éclatante, mais des indices minuscules de la réouverture des marchés et des écoles. Loin d'un retour spectaculaire à la normale, c'est une normalité qui commence à reprendre pied dans l'ordinaire. Les chiffres de réinvestissement, bien qu'importants, ne sont pas aussi significatifs que ces petites scènes de vie qui s'installent là où la guerre a laissé des traces profondes. En 2022, quand Ibrahim Traoré prend les rênes du pays, 40% du territoire était sous le contrôle de groupes djihadistes. 3 ans plus tard, les 28 bataillons mobiles qui quadrillent le pays ont permis donc un retour physique des populations, mais aussi un retour à l'espoir. Chaque kilomètre de route rétabli est un pas vers la reconstruction de la confiance des habitants dans leurs institutions. C'est ainsi que la première étape vers la renaissance du Burkina Faso ne se mesure pas en victoire militaire, mais en la capacité de l'État à reconnecter les Burkinabés à leur quotidien. L'une des premières figures à incarner cette transition de la guerre à la paix n'est pas un homme de stratégie militaire, mais une enseignante, Awa. Après 2 ans d'exil, elle est revenue à Barcelogo pour rouvrir sa salle de classe. Le bâtiment était là, mais la vie avait disparu, emportée par l'insécurité. Aujourd'hui, chaque matin, elle ouvre la porte sur une pièce flambant neuve, avec des pupitres neufs et des enfants qui recommencent à apprendre. À côté, un soldat veille non pas pour surveiller, mais pour garantir que l'école reste ouverte, protégée. Ce geste simple, garantir que les enfants puissent apprendre sans crainte, est devenu le symbole de la stabilité retrouvée. Ce retour à la normalité se reflète dans des milliers de petites actions quotidiennes. Des mères qui vont chercher de l'eau sans escorte, des commerçants qui réouvrent leurs étals, et des familles qui reconstruisent leur foyer. Mais ce rétablissement, bien que symbolique, repose sur une autre figure, Ibrahim Traoré.
Son pari n'était pas seulement militaire. Il s'agissait de redonner aux Burkinabés le droit de vivre dignement dans un environnement de sécurité, où la guerre cédait la place à la reconstruction, à l'échelle des villages comme des infrastructures. L'impact de ces choix se mesure dans des faits concrets. Plus de 1 million de déplacés sont rentrés chez eux et les anciens foyers de violence deviennent des centres de redémarrage économique. Dans cette première phase de rétablissement, l'État n'a pas seulement fourni des sécurités, il a recréé les conditions de vie. Le 1er octobre 2022, Ibrahim Traoré prend le pouvoir dans un contexte de chaos. Les routes sont coupées, les écoles désertées, l'armée fragilisée, une nation dévastée par la guerre, où chaque jour semblait aggraver la situation. Mais Traoré prend une décision radicale. Remettre de l'ordre par la sécurité et la cohérence. Le premier mois fut celui de la réorganisation militaire. Les bataillons d'intervention rapide furent déployés dans les zones les plus instables. À travers le Sahel, il rétablit un contrôle de base, bloquant les routes aux groupes djihadistes, permettant ainsi aux populations de revenir peu à peu dans des zones autrefois considérées comme perdues. Ce n'était pas un miracle militaire, mais une série d'actions méthodiques. En décembre 2022, la situation militaire semblait stabilisée dans le nord, et la priorité était alors de donner un sens à cette paix fragile. L'armée et l'administration s'étaient associées pour rétablir des bases de vie. À chaque village, la mission était la même. Sécuriser l'espace, rouvrir les écoles, restaurer les services publics. Ce fut l'étape du retour à la vie ordinaire. Mais sans illusion. Les routes étaient à peine fonctionnelles et les infrastructures endommagées. Au début de l'année 2023, des signes concrets commencèrent à apparaître. Les premières écoles rouvrirent dans des zones jadis prises par les groupes armés. Les marchés, fermés depuis des années, retrouvèrent peu à peu des allées animées. Ces petites victoires passèrent inaperçues pour le monde, mais elles étaient la preuve d'une transformation en marche. En parallèle, le gouvernement se concentra sur un programme agropastoral d'envergure, garantissant la sécurité alimentaire de base dans les régions stabilisées. Fin 2023, 1 million de déplacés avaient regagné leur foyer. Mais ce retour ne se limita pas à un simple mouvement de population. C'était aussi le retour d'une économie locale, avec la réouverture des marchés et la revitalisation des cultures vivrières. Les Burkinabés ne se contentaient plus de survivre. Ils recommençaient à produire, à échanger, à reconstruire. Cependant, le chemin était encore semé d'embûches. En 2024, malgré des progrès évidents, des attaques de groupes armés éclatèrent à la frontière avec le Mali et le Niger. Ces résurgences de violence marquaient un tournant. Traoré, loin de paniquer, choisit de renforcer les patrouilles militaires et d'élargir la présence civile. Cette phase fut celle du test ultime. L'armement et la sécurité ne suffisaient plus. Il fallait maintenant prouver que la paix pouvait durer. En 2025, avec plus de 28 bataillons couvrant le territoire, le Burkina Faso commença à voir les fruits de ses efforts. Les zones de front ont lentement été réintégrées, non pas seulement par l'armée, mais par des initiatives civiles et économiques qui ont redonné espoir à des millions de Burkinabés. Ce n'était pas seulement un retour à la stabilité, mais un renouveau construit sur des bases solides. La transition amorcée depuis 2022 repose sur une dynamique mesurable, et c'est ici que la bascule devient lisible. Le pays partait d'un niveau de fragmentation extrême. Près de 40% du territoire échappait au contrôle de l'État au moment où Ibrahim Traoré prend les commandes. Ce pourcentage n'était pas simplement une statistique militaire. Il représentait l'effondrement des routes, l'impossibilité des échanges et la paralysie des services essentiels. Aujourd'hui, cette proportion n'est plus qu'un repère pour comprendre l'ampleur du chemin parcouru. La réduction de ces zones hors contrôle montre un rétablissement progressif de la cohérence territoriale, indispensable à tout redressement durable. Le second indicateur, plus opérationnel, réside dans le déploiement de 28 bataillons rapides sur l'ensemble du nord et du centre. Chaque unité couvre environ 200 km, assurant protection et encadrement civil.
Ce chiffre pourrait paraître technique, mais il traduit une présence territoriale constante, capable de stabiliser des localités autrefois abandonnées. La portée réelle de ce dispositif tient autant à la mobilité qu'à la capacité d'intégration des populations civiles, qui se sont réappropriées leur village grâce à cette présence continue. Le troisième chiffre constitue une rupture directe avec la décennie précédente. Une hausse de plus ou 12% de la production vivrière entre 2024 et 2025. Ce pourcentage, en apparence modeste, correspond en réalité à plusieurs centaines de milliers de tonnes de mil, de maïs et de haricots supplémentaires. La progression n'est pas spectaculaire, mais elle est structurelle. Elle signale le retour de systèmes agricoles locaux capables d'alimenter durablement les communautés rurales. Ces trois mesures, territoire reconquis, bataillon opérationnel, production vivrière en hausse, ne peuvent être dissociées. Elles forment le socle du pari d'Ibrahim Traoré. Inscrire la sécurité, la production et la cohésion au cœur du même mouvement. Dans les villages stabilisés, chaque indicateur trouve une traduction directe dans la vie des habitants. Les routes nouvellement rouvertes permettent les déplacements des commerçants. Les marchés protégés deviennent des pôles d'échange. Les champs réhabilités assurent les récoltes sans dépendre de l'aide extérieure. Cette dynamique entraîne une transformation silencieuse. Les ONG observent une diminution progressive des déplacements internes. Les coopératives féminines se voient attribuer des contrats pour fournir les cantines scolaires en produits locaux. Les techniciens réparent les infrastructures hydrauliques sous escorte militaire légère. La production agricole, qui avait chuté au rythme des attaques, commence à se stabiliser de province en province. Surtout, les familles autrefois dispersées retrouvent un ancrage. Dans la région d'Arbalais, les repas scolaires sont désormais composés uniquement d'ingrédients locaux. La demande régulière soutient les cultivateurs et renforce l'économie communautaire. Les acteurs locaux résument cette évolution de façon simple. La sécurité permet de produire et la production permet de rester. À travers ces données, une réalité s'impose. Le Burkina Faso ne s'est pas contenté d'arrêter l'hémorragie. Il s'est remis à respirer. Et derrière chaque indicateur, la vision d'Ibrahim Traoré apparaît. Une stabilité enracinée dans les pratiques quotidiennes, pas dans des discours lointains. Les critiques les plus récurrentes à propos du redressement burkinabé reposent sur une logique apparemment solide. Un pays appauvri et fragilisé ne peut prétendre reconstruire seul des territoires entiers après une décennie de guerre. Selon ces voix, la réduction de l'aide étrangère crée un risque systémique. Elles affirment qu'en s'appuyant avant tout sur ses propres forces, le pays s'expose à l'épuisement. Manque de moyens techniques, absence d'ingénierie internationale, réseau logistique insuffisant. Dans cette perspective, la stabilisation observée ne serait qu'un répit fragile, dépendant d'une conjoncture momentanément favorable. Le moindre choc, climatique, sécuritaire ou économique, pourrait, selon elle, inverser les progrès récents. L'isolement diplomatique est également invoqué. Sans partenaire permanent, un État sahélien risquerait d'être submergé par la pression régionale. Le second argument, tout aussi structuré, pointe l'absence supposée de garanties à long terme. Pour ces observateurs, une stratégie qui repose intensément sur des déploiements militaires et des dispositifs locaux ne suffirait pas à générer un développement durable. Ils estiment que les villages sécurisés aujourd'hui pourraient de nouveau vaciller si les ressources financières manquent ou si les administrations locales n'arrivent pas à suivre le rythme des retours massifs. Dans cette lecture, la reconstruction actuelle n'est pas une dynamique solide, mais plutôt un assemblage de victoires ponctuelles, dépendantes de circonstances favorables. Pourtant, les données disponibles nuancent fortement ces thèses. Le pays a déjà réintégré 1 million de déplacés, non pas grâce à une aide extérieure massive, mais grâce à des structures locales renforcées, capables de rouvrir écoles, marchés et réseaux hydrauliques. Les coopératives féminines obtiennent désormais une majorité des contrats alimentaires,
ce qui montre que les circuits économiques internes se consolident. Par ailleurs, les 28 bataillons déployés ne fonctionnent pas comme une force d'occupation, mais comme un système de présence durable autour duquel se greffent les équipes civiles. Enfin, la hausse de la production vivrière confirme une tendance structurelle. Lorsque la sécurité est stable, la production suit. Cette complémentarité affaiblit l'argument de fragilité et montre qu'un modèle endogène peut tenir, précisément parce qu'il s'appuie sur les mécanismes locaux plutôt que sur des apports extérieurs intermittents. Une bascule se produit. À mi-parcours du redressement, un détail apparemment discret révèle l'ampleur réelle de la transformation. Les villages stabilisés ne réclament plus seulement la présence militaire, mais demandent la continuité administrative. Ce renversement, presque imperceptible au départ, marque le passage d'une sécurité imposée à une sécurité vécue. Les équipes civiles, arrivées d'abord pour réparer des puits et rouvrir des classes, deviennent peu à peu le centre de gravité d'un nouvel ordre local. Dans cette phase, les choix d'Ibrahim Traoré prennent un autre sens. Ce qui semblait n'être qu'une doctrine de reconquête, frapper vite puis rester, se transforme en logique de permanence. Là où les patrouilles rassuraient, les registres scolaires et les démarches d'état civil stabilisent. Les familles reviennent non par confiance aveugle, mais parce qu'elles voient dans les routines retrouvées la preuve concrète que le retour est viable. Un second phénomène accompagne cette bascule. Les marchés, longtemps silencieux, deviennent des lieux d'articulation entre initiatives locales et programmes nationaux. Production vivrière accrue, coopératives féminines renforcées, achats institutionnels garantis. Ce réseau économique embryonnaire change la nature même de la paix. Elle cesse d'être un état, elle devient une pratique. Le midpoint est là. La reconstruction ne dépend plus uniquement de la sécurité. Elle commence à se porter elle-même. La transition du Burkina Faso, bien qu'encore fragile, montre des résultats tangibles qui modifient profondément la réalité quotidienne des Burkinabés. Alors que la violence régnait. Il y a encore quelques années, la stabilisation du pays a permis de redonner de l'espoir aux populations locales. Mais quels sont les effets réels et concrets de cette transformation ? Voici les principaux impacts sur 4 groupes distincts. Pour les anciens déplacés, le retour chez soi a été accompagné d'une reconstruction graduelle de leur vie. Plus d'1 million de déplacés ont réussi à regagner leur foyer grâce à la réouverture des routes et à l'accompagnement militaire et civil. Dans les zones récemment sécurisées, les retours ne sont pas uniquement physiques, mais économiques. Les familles retrouvent leurs champs, leurs villages, et surtout une dignité nouvelle, mesurée dans les tâches quotidiennes. Les régions stabilisées voient une réintégration progressive. Mais le défi est grand. Les déplacés doivent réapprendre à cohabiter et à travailler ensemble après des années de séparation. Le soutien des coopératives agricoles et des structures locales les aide à se réinstaller. Plus de 60% des contrats de soutien alimentaire vont aux femmes, illustrant un changement structurel. En 2024, les productions vivrières ont augmenté de plus de 12%, renforçant la sécurité alimentaire locale. Les jeunes générations, souvent contraintes à l'exil, voient désormais des opportunités de travail à domicile, dans les programmes agricoles ou artisanaux. Les emplois créés dans les projets de transformation alimentaire, comme l'usine de viande prévue à Bobo-Dioulasso, représentent un investissement durable pour l'avenir. Ces nouvelles possibilités réorientent les ambitions vers un retour à la normalité, là où l'exil semblait la seule issue. Les zones rurales, longtemps abandonnées par l'État, connaissent une renaissance silencieuse. La réouverture des marchés et la stabilisation des routes permettent aux commerçants locaux de reprendre leurs activités. Les ventes de produits agricoles, autrefois freinées par l'insécurité, reprennent. Ce renouveau du commerce local contribue à l'économie nationale et permet une certaine fluidité dans les échanges, essentiel pour éviter la dépendance à l'aide humanitaire extérieure. Dans son ensemble, l'impact de cette stabilisation dépasse les simples chiffres. Ces résultats visibles montrent une nation en plein redressement, capable de puiser dans ses propres ressources pour se reconstruire. Les changements dans les vies individuelles des Burkinabés prouvent que même dans un contexte de crise prolongée, une vision locale et cohérente
peut transformer la donne. Alors que le Burkina Faso continue de se reconstruire, plusieurs trajectoires possibles se dessinent pour les mois à venir. Chacune de ces trajectoires repose sur des décisions clés, à la fois politiques et sociales, qui détermineront la solidité du redressement du pays. Dans une première trajectoire, il est possible d'envisager qu'une consolidation progressive des avancées réalisées. Les bataillons rapides et les initiatives civiles continueront de stabiliser les régions récemment sécurisées. Dans cette dynamique, la production vivrière, en hausse de 2%, continuera de croître, permettant de nourrir une population qui ne dépend plus de l'aide internationale. Les programmes agropastoraux se renforceront, avec un accent particulier sur l'autosuffisance alimentaire. Le retour à la vie ordinaire se poursuivra dans les zones déminées, et les marchés continueront de redémarrer. La coopération régionale, notamment avec les pays voisins du Sahel, pourrait évoluer, contribuant à renforcer la stabilité sous-régionale. La clé de ce scénario réside dans la pérennisation des structures locales et dans la capacité du gouvernement à maintenir l'équilibre entre sécurité et gouvernance. Dans une seconde possibilité, on peut imaginer que les investissements dans l'agriculture, notamment à travers le programme agropastoral, porteraient leurs fruits plus rapidement. La production vivrière pourrait voir un bond significatif, dépassant les 12% de croissance déjà observés, alimentant ainsi une expansion économique. En parallèle, la stabilisation du pays permettrait à davantage de jeunes de trouver des opportunités d'emploi locales, réduisant l'exode vers l'étranger. Les réformes administratives et l'extension des services publics dans les zones rurales garantiront une couverture plus large et des besoins de la population. La coopération avec des partenaires africains, plus qu'avec les puissances occidentales, pourrait permettre au pays de renforcer son modèle d'autonomie. Ce scénario est celui où le Burkina Faso, grâce à ses efforts d'autosuffisance, devient un exemple régional de résilience face aux crises. Dans une hypothèse plus défavorable, on peut craindre que prévoit un ralentissement dans les progrès réalisés. L'agriculture pourrait stagner si les conditions climatiques viennent perturber les récoltes, alors que les attaques de groupes armés ressurgiraient près des frontières, provoquant une insécurité persistante. Les ressources financières nécessaires pour maintenir les programmes sociaux et rétablir les infrastructures de manière efficace pourraient manquer, entraînant des tensions internes. La coopération régionale serait alors fragilisée et le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé, à court d'alliés. Dans ce cas, la confiance dans les institutions pourrait commencer à s'effriter, avec des conséquences sociales et économiques graves. Les jeunes générations, désabusées, pourraient se tourner de nouveau vers l'exil, et l'isolement économique pourrait rendre le pays vulnérable à de nouvelles crises. Quel que soit le scénario, la clé de la réussite réside dans l'équilibre entre sécurité, production et gouvernance. Le Burkina Faso ne doit pas seulement consolider les gains actuels, mais aussi diversifier ses partenariats économiques et renforcer ses infrastructures locales. Si la nation parvient à renforcer la résilience de ses structures sociales et économiques, elle pourrait véritablement transformer ses fragilités en atouts pour l'avenir. Dans cette histoire de reconstruction, le spectateur, qu'il soit salarié, étudiant, parent ou simple observateur du monde, trouve un écho inattendu. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme une périphérie lointaine, révèle un principe universel. La stabilité ne commence pas avec de grands discours, mais avec des gestes simples, répétés, assumés par ceux qui vivent sur place. Pour beaucoup, cette réalité touche parce qu'elle répond à une inquiétude contemporaine. Comment tenir debout dans un monde de plus en plus fragile? Pour les travailleurs ordinaires, cette trajectoire rappelle que la dignité professionnelle ne se résume pas à la sécurisation d'un emploi, mais à la capacité de comprendre l'utilité de son propre rôle. Dans les villages burkinabés, les réparateurs de puits, les instituteurs et les commerçants redonnent du sens à leur quotidien en assumant des responsabilités concrètes à hauteur humaine. Cette dynamique parle à tous ceux qui cherchent à retrouver un ancrage dans leur vie personnelle ou professionnelle.
Pour les jeunes adultes qui naviguent entre incertitude économique et quête de sens, cette histoire montre que la résilience n'est pas un talent individuel, mais un mouvement collectif. Au Burkina Faso, les coopératives locales, les groupes agricoles et les initiatives communautaires prouvent que la solidarité peut transformer les fragilités en levier. Cette perspective s'accorde avec les aspirations d'une génération entière qui refuse la passivité et cherche des modèles collaboratifs. Enfin, pour les familles qui tentent de maintenir un équilibre entre sécurité et avenir, la réouverture des écoles, des marchés et des centres de soins résonne comme une promesse silencieuse. La stabilité se construit aussi dans les routines du quotidien. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est durable lorsque des communautés entières décident de porter ensemble un projet commun. Pour garantir que les progrès réalisés ne se dissipent pas et que le Burkina Faso puisse maintenir sa trajectoire de redressement, plusieurs étapes clés doivent être suivies, chacune visant à solidifier les bases économiques, sécuritaires et sociales du pays. Ces étapes doivent être mesurées précisément, et non seulement dans les grandes déclarations politiques, mais dans des actions concrètes qui impliquent les communautés locales et renforcent les capacités internes. La première étape consiste à renforcer la sécurité et la présence étatique. Les bataillons rapides et les forces civiles doivent continuer à occuper de manière régulière les zones libérées. Cela implique non seulement de sécuriser les routes et les villages, mais aussi de garantir une présence administrative continue. Cette phase sera mesurée par le retour des services publics dans ces zones. Écoles, bureaux de l'État civil, services de santé. L'objectif à atteindre d'ici fin 2025 est de réintégrer 85% des zones précédemment hors de contrôle, assurant ainsi la stabilité de ces régions. Une deuxième étape porte sur le développement durable de l'agriculture et des infrastructures. Le programme agropastoral doit se prolonger jusqu'en 2027, avec une augmentation de la production vivrière de plus 115%. Pour ce faire, il est crucial de renforcer les capacités locales en matière d'irrigation, de semences et de formation. Les systèmes d'approvisionnement en eau doivent être réparés et modernisés, mesurés par le nombre de puits réhabilités et l'accès à l'eau pour les populations rurales. Cette étape sera également validée par l'augmentation du nombre de coopératives agricoles et de contrats publics attribués aux producteurs locaux. Une troisième étape implique la réintégration sociale et la cohésion communautaire. Afin d'éviter une fragmentation future du pays, un accent particulier doit être mis sur la réintégration des déplacés et la réconciliation sociale. Un suivi administratif et social doit être mis en place pour s'assurer que 90% des familles rapatriées aient accès à une identification formelle, garantissant leur droit à l'éducation, à la santé et à l'aide sociale. L'objectif est de renforcer le sentiment de sécurité chez les citoyens, mesuré par des enquêtes régulières sur la confiance envers les autorités locales. Enfin, une quatrième étape concerne le suivi et la transparence des gouvernements locaux. Les collectivités locales doivent être responsabilisées par des mécanismes transparents de gestion et de reddition de comptes. D'ici 2026, chaque commune doit publier un bilan trimestriel de ses activités. La mise en place de plateformes de transparence permettra à la population de suivre les progrès et d'assurer une gouvernance efficace, mesurée par la satisfaction citoyenne et le taux de participation aux assemblées locales. Ces étapes doivent être soutenues par une vision à long terme, fondée sur la résilience des structures locales et sur la volonté de maintenir une stabilité sociale et économique sans dépendance excessive à l'aide internationale. Au crépuscule d'un village redevenu vivant, Awa ferme une fois encore la porte de sa salle de classe, blanchie à la chaux. Derrière elle déroulée, les rires des enfants résonnent comme un rappel de ce qui avait disparu un temps et de ce qui renaît aujourd'hui avec patience. À quelques mètres, un troupeau traverse la cour, soulevant une fine poussière dorée, la même qui, autrefois, annonçait l'incertitude, mais qui accompagne désormais des routines retrouvées. C'est dans cette scène ordinaire que se mesure la portée du choix d'Ibrahim Traoré.
non pas dans les discours officiels ni dans les grandes cérémonies, mais dans ces gestes minuscules, une classe ouverte, un puits réparé, un marché qui respire à nouveau. Chacun de ces détails raconte une histoire silencieuse, où un pays jadis brisé se relève par la constance plus que par la force. Les observateurs y voient une stratégie, les habitants y voient un peu simplement une continuité. Car la vraie victoire n'est pas la reconquête des cartes, mais la reconquête du quotidien, cet espace fragile où se transmet la confiance. Et dans cette lente reconquête, une vérité se dégage. La paix tient par les mains ordinaires, pas par les symboles. La stabilité naît des gestes répétés,